Bienvenue, tout le monde. Je vais passer tout de suite la parole à, Safia Benamar et Emmanuel Morel. On vous remercie vivement donc, de l'intérêt que vous apportez à ces temps d'échange. Nous avons en fait aujourd'hui souhaité euh, aborder aujourd'hui le programme Agir, programme qui est déployé maintenant dans l'ensemble des départements depuis 2024. Et donc l'ensemble des départements euh, disposent d'un guichet unique de l'intégration. Euh, on expliquera après, donc, qui a pour but de combiner en fait l'accès au logement, à l'emploi et au droit dans la construction d'un parcours cohérent et sans rupture, avec aussi un intérêt à rechercher aussi son articulation avec les dispositifs qui existent, tant dans le cadre du programme 104, mais aussi en articulant aussi avec le droit commun. Je laisserai tout à l'heure la parole donc à Muriel qui introduira donc la notion d'accompagnement global et de prise en charge. Nous ferons après une présentation avec ma collègue Emmanuelle sur un rappel donc du dispositif Agir. S'en suivra après donc, des témoignages d'opérateurs Agir des Ardennes, de la Marne et du Bas-Rhin, que nous remercions en fait d'avance pour leur participation et leur disponibilité. Et on terminera avec une présentation du GEC, qui veut dire Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification du Grand Est, pardon, et qui est mobilisé en faveur de l'insertion des personnes éloignées du marché du travail. Cette présentation se fera par Christophe Delègue, qui est le chef d'unité d'insertion sociale et professionnelle euh, au niveau aussi de la DRET Grand Est. Donc, voilà, un grand merci pour toutes ces interventions. Je remercie aussi Laurive pour sa diffusion mensuelle des ressources sur l'intégration. Et à bientôt. Donc, on peut y aller, Muriel. Oui, alors très rapidement, en fait, parce qu'on va beaucoup parler de la question de l'accompagnement. Comme l'a dit, Safia à l'instant, on s'était dit que ce serait intéressant qu'on fasse une séance sur, le dispositif ou le programme Agir. Mais un des éléments qui est commun à tout le monde, c'est la question de l'accompagnement. Et donc, on propose, effectivement de regarder plus particulièrement la situation des bénéficiaires de la protection internationale, mais on s'est dit que c'était intéressant que cette question de l'accompagnement nous concernait tous. Dans le travail. Alors, historiquement, hein, les notions d'accompagnement, de prise en charge ou de parcours sont pas tout à fait nouvelles, hein. C'est des choses qu'on utilise depuis des années. Il y a maintenant 20 ans, 30 ans, on parlait plutôt de parcours. Aujourd'hui, on parle plutôt d'accompagnement global. Heu, le terme de prise en charge est plutôt, c'est s'occuper d'un public et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les politiques publiques, on a plutôt tendance effectivement à utiliser le terme d'accompagnement global. C'est une notion qui s'est imposée dans le domaine de l'insertion et de l'emploi en particulier et qui est déployée dans d'autres domaines. Alors, il y a des éléments un peu particuliers dans les logiques d'accompagnement global. On est donc, comme c'était dans le domaine de l'emploi, mais on peut, l'élargir à d'autres domaines. On a donc, une personne qui, en recherche d'emploi ou en intégration, pour le cas qui nous regarde, en particulier aujourd'hui, qui, en fait, on va tenir compte de la situation globale de la personne, au regard de la formation, la familiale, économique, sociale. J'y reviendrai tout à l'heure. L'idée, bien évidemment, dans l'accompagnement, c'est, donc, d'accompagner les personnes dans leur démarche, et on va le voir pour le dispositif Agir, il s'agit en particulier d'un accompagnement
individualisé. Dans des démarches d'accompagnement global, on a toujours une démarche individualisée, mais aussi on peut avoir des démarches collectives en tant que telles. Voilà. L'idée, c'est d'identifier les freins, et donc de trouver, des réponses appropriées. Dans la logique d'accompagnement global, il y a aussi une idée, que, plusieurs acteurs peuvent être, mobilisés, pour pouvoir répondre à cet enjeu d'accompagnement global. On le verra tout à l'heure pour le dispositif, Agir, et il y a à la fois un enjeu d'accompagnement des acteurs, à la fois au sein d'une équipe, puisqu'il peut y avoir des compétences, différentes, et aussi un enjeu, heu, avec d'autres structures. Safia Benhamar en a parlé juste avant, pour, montrer, l'importance de l'articulation entre les différents dispositifs, les acteurs, et cetera. Donc ça, c'est un élément important, et d'ailleurs, quand le dispositif Agir s'est mis en place, il y a maintenant, c'était en 2022 si je ne me trompe pas, voire 2021, l'idée c'était effectivement de s'appuyer sur le réseau, y compris sur les territoires. C'est d'ailleurs pour ça que, ça se déploie à l'échelle des départements en tant que tels, et comme le disait tout à l'heure, là aussi, Safia Benhamar, dans une logique de guichet, unique. Donc, le programme d'accompagnement global et individualisé des réfugiés, donc Agir, a bien pour, objectif d'offrir un suivi et une aide personnalisée vers l'emploi, le logement et l'accès aux droits aux bénéficiaires d'une protection internationale qui sont signataires du contrat d'intégration républicaine. De fait, c'est pas forcément tous les publics en BPI, on y reviendra, puisqu'il y a un certain nombre de conditions. Voilà ce que je voulais dire rapidement sur le démarrage de l'accompagnement, cette notion de global, et je vais tout de suite passer la parole à Safia, ou à Emmanuel Morel, donc chargé de mission, Dredge Contrast, sur la présentation, d'un point sur Agir. Comme on le disait, donc Agir, c'est dans chaque département un guichet unique de l'intégration qui a pour objectif de combiner l'accès au logement et l'accès à l'emploi et aux droits pour la construction en fait d'un parcours cohérent et sans rupture. Et l'importance, comme le disait aussi Muriel, c'est toute l'articulation aussi qui est recherchée avec Agir et tous les dispositifs qui existent, que ce soit dans le cadre du 104, que ce soit dans le cadre aussi du droit commun. Il cible le programme les réfugiés, donc bénéficiaires de la protection internationale les plus vulnérables, notamment sur le champ du logement, et qui ont obtenu donc leur statut de BPI, soit l'année N-1, l'année N ou l'année N-1. Ces publics sont orientés par les directions territoriales de l'OFII, qui est compétente donc au sein de chaque département et donc qui oriente ces BPI vers le programme Agir. La durée moyenne en fait d'un accompagnement est de 24 mois maximum. Sur les modalités, en fait, c'est un programme en fait qui est construit sous la forme donc d'un accord cadre national à lots régionaux, donc dans le cadre effectivement de marchés d'un marché national et après de marchés régionaux subséquents. C'est un programme qui s'est déployé successivement au fur et à mesure en 2022 pour les départements de l'Aube, de la Moselle et du Haut-Rhin, en 2023 la Meurthe-et-Moselle, la Marne et les Vosges, et en 2024 les Ardennes, la Haute-Marne, la Meuse et le Bas-Rhin. Donc aujourd'hui, le programme donc, est déployé dans chaque département. Il y a 2 prestations qui sont prévues dans le cadre pour chaque opérateur du marché Agir. Il y a la prestation 1 qui est la rémunération de l'opérateur pour un accompagnement individuel des BPI, donc vers l'accès au droit et l'accès au logement et à l'emploi. Une deuxième prestation qui concerne en fait un accompagnement global
sur de l'animation, de la coordination des partenariats locaux, notamment en articulant Agir aussi, donc comme on l'a dit, mais c'est vraiment très important avec tous les autres dispositifs et structures hein, au niveau local. Donc, comme c'est un marché, effectivement, c'est un financement qui se fait sur l'émission en fait, d'un bon de commande annuel sur le marché. Et après, c'est des paiements trimestriels de factures. Le montant au niveau du Grand Est pour notre lot régional est fixé à 30 877 587. Et pour exemple, en 2024, sur le dispositif Agir, nous avions une enveloppe de 2 400 713 000. Bon, alors en AE, c'est des autorisations d'engagement, mais ça, je laisse peut-être Emmanuel davantage expliquer ces termes comptables. Et sinon, bon, depuis le déploiement de ce programme en 2022, c'est une enveloppe de 10 170 243 € qui ont été dédiés à ce programme. Je sais pas du coup si Emmanuel, vous voulez. Oui, moi je vais, oui, on va peut-être pas Oui, parce que c'est revenir sur les spécificités AE et CP. Retenez que les CP, c'est les montants des factures qui sont payées. On va dire, j'oserais dire espèces sonnantes et trébuchantes, puisque AE, c'est autorisation d'engagement. Donc voilà. Je reviendrai sur juste, je me permets de revenir sur la diapositive précédente et pour compléter ce qu'a dit Safia, effectivement sur l'accompagnement, on est sur un accompagnement individuel et global et depuis le janvier 2025, les BPI sont automatiquement inscrits à France Travail et nous travaillons donc, nous avons impulsé une réflexion commune entre France Travail et les opérateurs Agir pour accompagner au mieux les bénéficiaires de ce programme dans tout leur parcours vers l'emploi. Et donc, et ben voilà, je pense que c'est une précision importante et l'ensemble des opérateurs, comme le disait Safia, il y a une articulation parce que Agir, c'est le début d'un parcours, mais ce n'est pas forcément la fin d'un parcours. Donc et c'est pour ça que tout est l'importance de l'articulation avec l'ensemble des autres dispositifs, mais pas simplement de l'intégration, mais des autres dispositifs d'accompagnement vers l'emploi et vers le logement et l'accès également aux droits. Voilà. Là, vous avez la liste des opérateurs Agir. Voilà, donc nous avons fait un petit point d'étape au 31 mai des résultats d'un bilan du programme Agir sur l'ensemble du Grand Est. Alors, on ne compare pas par rapport au niveau national, ça n'a pas d'intérêt ici. Et si vous souhaitez avoir plus de détails, éventuellement, vous pouvez nous contacter pour avoir des choses un petit peu plus serrées par rapport à votre territoire. Nous nous tenons à votre disposition. Donc, comme vous le voyez, il y a eu près de 3200 entrées et 1500 sorties, dont 423 sorties positives. Qu'est-ce que l'on appelle sorties positives? C'est sorties en emploi avec accès à l'emploi, aux formations et au logement. Sortie simple, pour être très, on va dire, plus assez clair, c'est sortie en logement ou en emploi, mais pas les deux. La file active, c'est-à-dire combien est-ce qu'on en a actuellement dans le circuit. On a 1684 BPI
Et Safia parlait de régulation à l'été 2024 et depuis l'été 2024, la cible, c'est-à-dire le maximum de BPI qui peuvent intégrer le programme au niveau du Grand Est, c'est 2475 BPI. Et on a une durée moyenne sur le Grand Est de 16 mois d'accompagnement. Alors, ça change tous les mois, hein, il fallait bien faire un... Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même un temps très long. Et les, les taux de sortie positive ont été réévalués parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait un minimum de 6 mois d'accompagnement dans le programme par les opérateurs pour avoir des résultats probants. Et donc, c'est pour ça que à partir du deuxième trimestre de l'année, on a commencé à compter après 6 mois d'accompagnement les résultats. Donc, vous pouvez voir qu'on a 44% de sorties positives. En termes de logement, vraiment un très bon taux de sortie. On est à 81% de sortie vers le logement et 39% vers un emploi pérenne. Au-dessous, vous avez les résultats par année, donc ce qui peut vous donner une idée. Bon, l'année 2024 a été un petit peu faussée puisque en 2024, à partir de l'été 2024, 3 départements ont été stoppés. Il n'y avait plus de possibilité de faire entrer puisque c'était ce qu'on a appelé la régulation. Mais on va repartir, on va pas entrer dans ces détails et on va repartir sur la situation maintenant. Voilà. Et le profil des bénéficiaires, eh bien, ce sont plutôt à 2 tiers, ce sont des hommes et ça rejoint en fait tous les séminaires où Muriel nous a présenté les profils des étrangers primo-arrivants ou réfugiés ou pour toute autre raison, et on retrouve une majorité d'hommes, 2 tiers, 1 tiers, des hommes qui sont jeunes, âgés entre 20 et 35 ans quand même pour la majorité, des femmes qui sont également jeunes, mais pour les femmes c'est un peu plus étalé, donc on a choisi de prendre vraiment le pic. Le pic des femmes, c'est entre 25 et 35 ans. Et comme exactement en fait les mêmes profils qu'on retrouvait dans les séminaires précédents, 40% de ces bénéficiaires du programme Agir sont des Afghans, et puis très loin derrière, on a 7% de Syriens, 5% de Turcs, et les Albanais et Ukrainiens représentent 4% des bénéficiaires. Donc là, on retrouve effectivement cette prépondérance des bénéficiaires afghans avec spécificité, comme l'évoquait les dernières fois, du public afghan. Hein, Muriel, je ne reviendrai pas sur les séminaires. Si ça vous intéresse, il y a toujours les supports utilisés, mais c'est très intéressant d'ailleurs. Au niveau d'où viennent ces bénéficiaires, hein, pour près de la moitié, ils viennent du DNA. Ils sont logés, la majorité, 18% sont logés chez un tiers et 12% sont locataires d'un logement social. Intéressant, 81% sont sans emploi, mais bon, ça c'est pas non plus une grosse surprise puisque l'objectif c'est quand même aussi un accompagnement vers l'emploi. Du coup, ce que je vous propose, c'est d'ajouter quelques éléments, puisqu'il y a une étude qui a été réalisée par le ministère de l'Intérieur dans le cadre des trajectoires professionnelles et résidentielles des réfugiés, qui nous permettent d'avoir quelques éléments complémentaires. Donc, effectivement, c'est une analyse des accompagnements sur 1 an et demi après le début du déploiement du programme Agir. Cette étude a été publiée fin 2024 par le ministère de l'Intérieur sur la base des données remontées par les opérateurs. Et donc, sachant que, comme on l'a dit, hein, le dispositif s'est mis en place en 2022 avec un déploiement sur les 3 ans. Et donc, effectivement, c'est un
une image qui est en route, en fait, hein. Et effectivement, dans les analyses qu'on peut avoir, on se rend compte effectivement que, à minima, ils demandent au moins 6 mois pour l'accompagnement, ce qui a été évoqué juste avant par Emmanuel, et ça a été indiqué au niveau national. Alors, les premiers éléments, évolution significative des situations peuvent être observés au bout de 6 mois. Au niveau national, 17% des accompagnés ont vu leur situation professionnelle s'améliorer et 20% leurs conditions d'hébergement. Alors c'est intéressant parce que dans l'analyse, il montre qu'il y a des phases transitoires pour certains et qu'effectivement, on a un certain nombre de facteurs qui interviennent qui facilitent en fait ces questions de situation professionnelle et les conditions d'hébergement. Alors, peut-être préciser quand même, parce que ça me paraît important, la durée de l'accompagnement joue un rôle majeur dans le succès entre guillemets du dispositif. Ça paraît pas étonnant, on va dire, mais quand même c'est un point important et on l'a évoqué, c'est une durée assez longue en tant que telle. Alors du coup, il y a cette question du temps, elle est importante et donc c'est aussi quelque chose qu'on peut analyser dans le temps long pour au-delà du dispositif Agir. Et comme je crois que c'est Emmanuel ou Safia qui le disait, le parcours des personnes BPI ne s'arrête pas après la sortie du dispositif Agir. Et c'est l'accompagnement sur le territoire aussi qui joue un rôle important. Ce qui apparaît dans les analyses, c'est que l'insertion des femmes et alors il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte, hein. Je disais la durée des personnes du réfugié dans le programme. Un des deuxièmes éléments, c'est la question du genre. Visiblement, l'insertion professionnelle des femmes est plus difficile que celle des hommes. Donc ça, c'est un point qu'il faut une attention particulière dans ce domaine. Il y a vraiment plus de chances d'amélioration de la situation pour les hommes que les femmes. L'âge est un autre élément marquant. Le taux de progression de la situation professionnelle est plus élevé pour les plus jeunes, les moins de 30 ans. Donc, on a un taux assez important sur la population de Grand Est qui est moins de 25 ans, assez importante. Donc, ça peut être un élément qui va faciliter les choses. Par contre, là où on a peut-être une situation plus compliquée, c'est que l'origine est le pays d'origine. Au niveau national, un bénéficiaire de la protection internationale sur 5 est originaire d'un pays francophone. Comme vous avez vu tout à l'heure, c'est pas le cas pour le Grand Est. Et donc, effectivement, il y a un travail encore plus important, et notamment sur la question de la maîtrise de la langue. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure sur les témoignages en tant que tels. Donc, on voit bien que les questions de genre, d'origine et d'âge interviennent dans les questions d'insertion. Ils interviennent un peu moins sur les questions des conditions de logement en tant que tel, hein. Par contre, sur les questions logement, l'élément majeur va intervenir sur le contexte environnement et notamment les deux éléments qui vont entrer en ligne de compte, c'est la dynamique économique sur le territoire et de taux de chômage qui va avoir un impact dans les démarches, ce qui paraît pas étonnant, et sur la question des résidences, des postures résidentielles, pardon, des évolutions résidentielles, ce qui intervient, c'est qu'ils se sont rendus compte que il est plus facile pour les personnes qui sont dans le dispositif national j'ai un trou, d'asile, le DNA, c'est plus facile en fait d'accéder à un autre logement
que, pour les personnes qui sont dans le parc, privé en tant que tel. Ça demande plus de temps. Donc, c'est des éléments qui interviennent sur tous ces éléments de préoccupation, dans les logiques d'accompagnement. Ce qu'on vous propose maintenant, des témoignages, donc il y a 3 départements, et les référents, Agir, se sont positionnés pour, proposer aujourd'hui un témoignage. Bien évidemment, pour, les autres qui sont là, il n'y a pas de problème de l'évoquer également, et du coup, on va commencer, sur, les Ardennes avec, Sabrina, Rodriguez qui est, donc, en charge de ce dispositif. Sabrina, si vous m'entendez? Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous présenter la situation d'Ali. Ali est une personne qui a 26 ans, célibataire, d'origine turque, qui a obtenu son statut de réfugié en juillet 2024. Ali a signé ensuite son CIR le 3 octobre 2024 et a été orienté par l'OFII via Agir. Ali est hébergé dans une structure DNA qui avait en amont, veuillez m'excuser, j'ai essayé de faire vite hier, mais j'ai peut-être commis quelques erreurs. En fait, c'est la structure qui avait en fait fait une fiche de positionnement et lors de sa signature du CIR à l'OFII, il a été orienté du coup par Agir. Donc, il a été accueilli chez nous le 19 novembre 2024 pour la présentation du dispositif et Ali a adhéré et a signé le contrat d'engagement réciproque sur la globalité du parcours. Juste une question, il était sur quel, territoire? Pardon, madame, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Oui, je voulais savoir sur quel territoire, quelle commune? Il est sur Charleville-Mézières. D'accord, OK, merci. Alors ensuite, les atouts et les difficultés à travailler. Donc c'est quelqu'un qui est encore chez nous. Donc Ali est une personne très anxieuse qui a besoin sans cesse d'être rassurée, malgré des capacités assez incroyables. Et en plus, c'est une personne très volontaire et surtout déterminée à s'intégrer. On a relevé des freins, essentiellement la barrière de la langue. Il a beaucoup plus de facilité à comprendre les choses qu'à s'exprimer, malgré le niveau A1 qu'il a atteint. L'objectif d'Ali, évidemment, hein, c'est de trouver un logement et un emploi. Et il souhaite également pouvoir être mobile, mais là, via l'utilisation d'un véhicule, parce que dans son pays, en Turquie, il avait déjà le permis. Les démarches qui ont été mises en place, alors, je n'ai pas noté, j'en suis désolée pour ma collaboratrice, sur l'aspect logement, monsieur est sorti du DNA, il y a eu un logement autonome, et de ce fait, ma collaboratrice a pris le relais. Un FSL avait été demandé, mais il n'a pas eu grand-chose. Du coup, on a réussi à mobiliser un kit d'urgence pour installation via une ressourcerie locale. En parallèle, il y a eu une inscription à France Travail et à la mission locale qui a été réalisée à l'appui de mon collaborateur, le chargé d'insertion professionnelle. S'est enchaînée la mise en place d'un suivi dans le cadre du RSA par le biais de la mission locale, jusque fin mai 2025. Puis, transfert de son dossier vers France Travail pour un accompagnement global. En fait, c'est passé évidemment de la mission locale vers le département. Le département a réorienté monsieur. De ce fait, je précise qu'hier, j'ai été appelée par France Travail qui recevait monsieur dans le cadre de l'accompagnement global. Quand il a essayé d'expliquer et démontrer tout ce qu'il faisait avec Agir, ils m'ont appelé en me disant « mais je pense que vous faites tout ce qu'il y a à faire pour lui, que nous pourrons pour l'instant pas faire plus. Donc, nous allons informer le département qui reste en suivi Agir et que nous, on prendra le relais par la suite. » Pour l'aider à travailler cette barrière de la langue, on s'est rapproché d'une structure ASL avec qui on travaille assez régulièrement pour pouvoir lui permettre en fait de se sentir beaucoup plus à l'aise, notamment lors de ses futurs entretiens d'embauche et même pour communiquer régulièrement avec autrui. Depuis le mois d'avril, on le fait participer à des ateliers oralité
avec une comédienne en vue de participer en octobre prochain à un concours d'éloquence. Donc, il a déjà travaillé sur un texte écrit. La thématique est la culture française. Et maintenant, l'objectif, c'est aussi de se préparer à l'oral parce qu'il va se retrouver face à un jury et pendant 3 minutes, il va devoir s'exprimer sur son texte, ce qui n'est pas évident. Donc, la comédienne l'aide justement, lui et les autres, à trouver les bonnes expressions, à bien articuler, à prendre place sur scène et à les rassurer. De plus, chaque semaine, il participe également à une action de bénévolat que nous avons mis en place avec une association culturelle qui a démarré le 4 mai et qui se termine très prochainement, en fin de semaine. Il y a eu de l'assiduité depuis le début. Ils partent le matin, ils rentrent en fin d'après-midi. Et en fait, il a participé, comme l'ensemble du groupe, à des activités de manutention et à de la peinture pour aider au bon déroulement du spectacle qui va avoir lieu là, mi-juillet. En finalité de ce bénévolat qui leur a été très utile, il a développé en fait une certaine cohésion avec les autres partenaires, avec les permanents qui s'y rendaient chaque semaine à tour de rôle. Ils ont également, en fait, et ça me fait aussi plaisir, cassé un petit peu l'image de ce public réfugié qui n'est pas toujours très positif, parce qu'en fait, cette association se trouve en ruralité et elle est constituée de bénévoles très, très actif, mais très ancien. Et le président appréhendait un petit peu cette rencontre. Et finalement, ils se sont rendus compte que ce sont des gens adorables, bienveillants, respectueux et courageux. Et je peux vous dire que maintenant, chaque semaine, quand le trafic arrive sur place, ils sont ravis de les accueillir. Prochainement, en fait, Ali, il va avoir la chance de démarrer des séances de conduite avec une association locale suite à son échange de permis qu'il a obtenu. Mais en fait, il ne sait pas conduire en France. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un de très angoissé. Il essaye de réviser le code, les panneaux, mais il a réellement besoin en fait de quelques heures. Ensuite, il est prévu que fin de semaine, il passe des tests MRS avec France Travail pour pouvoir travailler ensuite, si tout va bien, dans une industrie via, alors j'ai fait une erreur, ce n'est pas une ATTI, mais une ETTI, entreprise de travail temporaire d'insertion qui est partenaire avec nous. Dans ce parcours, nous avons mobilisé plusieurs partenaires. Alors, le réseau pour l'emploi avec France Travail et la mission locale, l'association J'espère 08 pour tous les cours qu'il peut dispenser chaque semaine, la compagnie artistique Plume en Scène dans le cadre du concours d'éloquence future et des ateliers oralité, l'association culturelle de la Cassine où il va chaque semaine faire du bénévolat, Mobile Ardennes, parce qu'en fait, Ali est bénéficiaire du RSA et c'est dans ce cadre qu'il va pouvoir avoir une prise en charge de quelques heures de conduite. Et en fait, on a déjà contacté Janus et c'est elle en fait qui a pu faire le nécessaire pour qu'il puisse passer les tests MRS, je vais y arriver, en fin de semaine. Ensuite, les difficultés rencontrées sont pas du tout au niveau d'Ali. Tout à l'heure, j'ai parlé un peu de sa barrière de la langue, mais ça, c'est une normalité. C'est plus par rapport à notre territoire, où là, en fait, il est compliqué aujourd'hui pour l'ensemble des participants que nous accompagnons de les envoyer, en fait, vers des structures ASL pour pouvoir les aider à améliorer leur langue. La langue française, parce que ils sont saturés, ils ont énormément d'orientation. Donc, toutes ces infos ont été remontées évidemment à la DSPP et puis à nos partenaires. Les choses sont entendues et vont sûrement évoluer, ce qui me rassure. Et puis, en fait, ce qui était aussi manquant, et là, c'est pareil, ça va sûrement, il va y avoir une réponse bientôt au BOP 104, donc je pense qu'on va avoir un peu plus de visibilité. Il n'y avait plus de français, langues étrangères et visées professionnelles dans les Ardennes, et c'est vrai qu'on en a impérativement besoin. Donc, c'est vraiment une action qui est très, très utile. Donc, hier, j'ai eu mon interlocutrice de la DSPP, et semblerait-il que, voilà, ils vont bientôt nous informer des structures qui ont été retenues. Voilà. Petite particularité, je ne sais pas si c'est aussi comme ça ailleurs, c'est que dans les Ardennes, là on vient de découvrir, c'est que le département a financé quelques formations plutôt FLI, français langue d'intégration,
mais dans le cadre des bénéficiaires du RSA. Voilà, donc, on a la chance de pouvoir avoir eu cette info et d'avoir contacté notre référent France Travail qui, du coup, a positionné quelques personnes. Voilà. Merci beaucoup encore, Sabrina. Merci. Merci. Du coup, je vais reprendre le PowerPoint et je vais, passer la parole à Julie Etienne, pour la Marne. Si je ne dis pas de bêtises, Julie, est-ce que tu m'entends? Oui, et bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, Julie. Ok, Donc je vais super. remettre, de nouveau le plein écran. Voilà. Julie, je te donne la main et merci déjà d'avoir, accepté de témoigner. Avec plaisir. Merci aussi d'avoir laissé la parole. Donc effectivement, je vais vous présenter moi aujourd'hui le parcours d'un monsieur donc on accompagne depuis le 4 octobre 2024. Il avait signé son contrat d'engagement Agir. Orienté à l'origine par la SPADA, donc validé par l'OFI le 1er juillet 2024, une signature du CIR le 5 septembre, et donc un début d'accompagnement par Agir Marne le 4 octobre. Donc un monsieur de 26 ans, de nationalité mauritanienne, qui est célibataire, et donc qui, quand on l'a rencontré, était hébergé plutôt chez des amis ou chez sa mère à Châlons-en-Champagne. Donc je pense que monsieur naviguait vraiment entre Châlons et Reims, essayait de saisir le maximum d'opportunités qui pouvaient se présenter à lui. Donc on l'a accompagné au départ sur Châlons, puis sur Reims par la suite. Donc, quand on a commencé l'accompagnement, monsieur n'occupait aucun emploi. Dans son pays d'origine, il était chauffeur. Donc, il a eu plusieurs expériences de livraison, vraiment plutôt dans la logistique, et puis des expériences de chauffeur en tant que taxi. Mais on est actuellement dans ces démarches d'échange de permis, avec quelques soucis au niveau de ses documents dans son pays d'origine, ce qui fait que les marches tardent un petit peu. Et donc, évidemment, ça ne lui permet pas de reprendre son ancienne activité pour le moment. Quand on a commencé son accompagnement, ses droits à l'assurance maladie à la CAF étaient déjà ouverts par les structures qui s'occupaient de son accompagnement avant Agir. Donc, effectivement, là aussi pour l'accompagnement, j'ai séparé l'accompagnement professionnel et l'accompagnement social. Pour son accompagnement professionnel, donc, on avait des points facilitants, hein, c'est-à-dire que monsieur était ouvert à toutes les missions qui lui seraient proposées. Voilà, juste je veux travailler. Et qu'il avait quand même déjà une bonne compréhension du français au moment où on a commencé à le recevoir, même s'il était encore en parcours de langue. Bon, il comprenait. Donc voilà, sur les freins, effectivement, il était justement encore en parcours de langue. Donc au niveau du planning, c'est pas évident non plus de pouvoir travailler et suivre ses cours en parallèle. Et puis, pas de permis de conduire. Donc l'inscription à France Travail s'est faite en novembre 2024. Là, on a pu l'accompagner en créant un CV personnalisé qu'on a envoyé à plusieurs partenaires emploi d'Agir. Ici, donc, c'est une des premières structures à avoir répondu, c'est Valo TTI, qui est une agence d'intérim d'insertion, qui a commencé à proposer des missions à monsieur. L'accompagnement Agir s'est fait aussi par le biais d'ateliers, de sensibilisation. Donc, on lui a bien expliqué en amont à quoi correspondait cet intérim d'insertion. C'est quand même encore rajouter un interlocuteur entre l'employeur et la personne, hein. Donc, on signe son contrat dans l'agence d'intérim, on va finalement travailler sur un autre lieu, etc. Donc, voilà, bien expliquer qu'en plus, les employeurs peuvent changer, hein. Donc, les premières missions sont faites avec un premier employeur, ensuite c'était quelqu'un d'autre, etc. Donc, c'est quand même assez particulier. Pareil pour les missions qui ont été parfois de journée, parfois de nuit. Donc, voilà, tout ce travail de sensibilisation à l'intérim en amont.
Et puis sur les codes socio-professionnels, hein, les droits et les devoirs du BPI, mais comme de tout salarié en France. Et puis, donc, on a été en lien avec justement l'organisme de formation de langue française euh, pour les cours. Donc, quand monsieur a pu, enfin, avait des missions de nuit, on a pu le mettre en cours de langue la journée. Et puis, sinon, dès que ses missions ont pris un peu plus de temps, il a pu faire ses cours plutôt le samedi. Voilà. Là, il a passé son test et c'est bon. Son parcours A1 est enfin valide. Et donc, sur son accompagnement social, bah, avec l'émission d'intérim, les choses ont forcément été facilitées, hein. Donc, comme il a rapidement eu de nombreuses propositions, il fallait vraiment là lui trouver un logement pérenne sur Reims, hein, puisque l'intérim c'était à Reims et pas à Châlons, là où il avait quand même son hébergement, on va dire, le plus pérenne, mais ça restait quand même de l'hébergement. Donc, on a fait avec lui des candidatures auprès des résidences sociales. On s'est rapproché d'Image 51, qui est une agence immobilière à vocation sociale également. Et puis, donc, en mars 2025, ça s'est fait quand même assez rapidement. Il a commencé ses missions d'intérim en janvier, monsieur. Il a signé un bail chez un bailleur social, donc Plurial Mobiliar. De la même manière, on a accompagné monsieur avec des ateliers ici, donc notamment un atelier au moment de la campagne des impôts pour savoir déclarer ses revenus. On a eu un autre atelier pour monsieur sur l'entrée dans un logement, préparer cette entrée dans le logement, la gestion du budget, etc. En rendez-vous individuel, on est toujours dans cette démarche de pédagogie, hein, aussi pour que monsieur sache à l'avenir faire ses démarches seul, donc type renouvellement de la C2S. Et donc, on est encore à l'heure actuelle, monsieur est toujours présent, on l'accompagne toujours pour son échange du permis de conduire. Euh, voilà. Et donc, je crois que non, oui, voilà. Sa sortie est quand même plutôt imminente, hein. Les critères aussi de sortie ayant été revus sur l'intérim, avant, il fallait 6 mois qui ne pouvaient pas être discontinus. Et là, monsieur, parfois, a eu 1 ou 2 jours où l'intérim s'interrompait. Donc là, voilà, sa sortie pourra se faire de manière éminente, surtout que il est toujours mobilisé, hein, voilà. Il bénéficie maintenant de son logement, il a validé son parcours de langue, il est autonome sur ses démarches. On est toujours sur cette démarche permis de conduire. À terme, monsieur souhaite redevenir chauffeur-livreur, donc on lui a tout expliqué des structures qui pourraient l'accompagner ici sur Reims pour le CACES, pour tout ce qui est logistique. On lui a donné son petit carnet d'adresses pour la suite, pour qu'il se rapproche au plus près de ce qu'il souhaiterait faire en termes d'emploi. Voilà, concernant monsieur. Merci Julie, à tous les cas pour cette présentation. Et du coup, je vais passer la parole du côté du Bas-Rhin, notamment auprès d'ADEME, mais je crois que vous êtes plusieurs à intervenir, si je ne me trompe pas. Oui, Voilà. on est deux, effectivement. Au fait, j'ai demandé à mon collègue Quentin Véron d'illustrer un petit peu, en fait, l'accompagnement qui est proposé au niveau, en fait, département 67, qui prend en fait la parole, qui va effectivement illustrer à travers, en fait, un exemple, hein. Et je laisse la parole également. D'accord, merci. Merci Quentin. Bonjour, Donc, est-ce que tout le monde m'entend? oui, on vous entend. Ok, super. Donc, je suis Quentin Méron, travailleur social au programme Agir 67. Et moi, du coup, je vais parler de la situation d'une famille qui vient de Guyane. Donc, c'est un profil qu'on retrouve régulièrement dans le Bas-Rhin. C'est à peu près 25% des personnes qu'on accompagne qui sont passées par la Guyane.
On est bien d'accord qu'ils ne sont pas, enfin, ils sont immigrés, mais qui sont passés par la Guyane. Parce que pour le coup, la Guyane est française. Par la Guyane française, oui, tout à fait. C'est Oui, ça. c'est pour ça que j'étais en train de dire. Voilà. Il y a un truc que je comprends pas là. Ok. C'est ça. Alors, le profil de la famille, donc c'est une famille syrienne, donc c'est un D'accord. couple avec 7 enfants, dont 6 majeurs, et qui a été reconnu réfugié par l'OFPRA en avril 2024. Donc, je vais retracer un peu le parcours de la famille parce qu'il est assez intéressant. Donc, c'est une famille qui est arrivée en Guyane française via le Brésil en janvier 2024 pour demander l'asile. Et à la suite de l'obtention de tous les documents d'identité, donc titre de séjour, titre de voyage, DCEM, la famille est arrivée en métropole le 10 décembre 2024 et ils se sont installés à Strasbourg. Donc, c'est une famille qui n'avait pas de solution d'hébergement en arrivant, comme ce qui est le cas régulièrement. Vous m'avez dit 7 enfants ou je me suis trompée? 7 enfants, oui, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est parce ça. que comme vous disiez qu'il n'y a pas de solution de logement, pour le coup, là, Voilà. oui. Donc, c'est une famille qui a vécu sous des tentes dans un parc de l'Eurométropole pendant à peu près 2 mois. Et début février 2025, le campement a été démantelé. Et donc, à ce moment-là, la famille a été mise à l'abri dans un gymnase. Et fin avril 2025, ils ont été orientés vers un logement temporaire en place hivernale, qui était géré par une autre association, en dehors de Strasbourg. Et voilà. Donc, nous, on a démarré l'accompagnement le 28 février 2025 avec cette famille, 3 jours après qu'ils aient signé le CIR. Donc, à ce moment-là, la famille était encore dans le gymnase et il n'y avait pas du tout eu d'accompagnement social depuis l'arrivée en métropole. Donc, il y avait énormément de choses à mettre à jour et que je vais détailler par la suite. Donc, comme ce ménage a quitté un autre département, la priorité, c'était de mettre à jour les droits CAF, assurance maladie, France Travail. Donc ça nécessite pour nous de faire le changement d'adresse via les comptes CAF, Amélie, sur le compte de France Travail, pour que les dossiers soient bien transférés des services de Cayenne à Strasbourg. Et en général, on a des délais de 2 mois, 3 mois de traitement des dossiers. Donc, ça entraîne parfois des ruptures de droit. Et également, une petite spécificité de ce public, c'est que les titres de séjour délivrés en Guyane, ils ne permettent pas de travailler en France métropolitaine. Et ils sont également bloquants pour la demande de logement social en métropole. Donc, ça nécessite là encore de faire un changement d'adresse via la NEF pour toutes les personnes concernées. Voilà, c'est ce qu'on fait régulièrement et on est confronté à des difficultés au niveau des délais de changement de titre de séjour qui sont assez rallongés actuellement. Donc, on est là pour cette famille, par exemple, on avait fait le changement en mars et il devrait a priori recevoir les nouveaux titres de séjour dans quelques jours, donc à peu près 4 mois. Donc pour cette famille, il y a des demandes de logement social qui ont été faites séparément pour différents membres de la famille. Et en parallèle, il y a une autre association qui est intervenue dans le gymnase et qui se chargeait de faire les demandes d'insertion pour toutes les familles qui étaient dans ces gymnases. On a également fait la déclaration de revenus pour les impôts à ce moment-là, car c'était la période. Voilà. Est-ce que je peux Donc vous ça, c'est... déranger? Est-ce que Pardon? une question. Vous évoquiez une prise en charge séparément au titre du logement social. C'est ça que j'ai compris? Oui, en fait, c'est une famille comme c'est une famille avec essentiellement des majeurs, D'accord, c'était pas possible d'envisager de faire une demande de logement social pour 9 personnes. Et c'était pas ce que souhaitait la famille. Donc, d'accord. par exemple, j'ai fait une demande de logement social pour le couple et 3 enfants. Et ensuite, pour les autres personnes majeures, j'ai fait une demande de logement Ok, individuel. d'accord. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce qui relève des démarches d'accès au droit. Et en parallèle, on a aussi des démarches secondaires qu'on a dû travailler avec la famille. Je pense notamment à la demande d'échange de permis de conduire, puisque c'est une famille qui avait vécu plusieurs années en Turquie avant d'arriver en France. Donc, pour plusieurs membres de la famille, on avait fait la demande d'échange de permis de conduire via
la NTS. Également, dans ces ménages-là, on est souvent confronté à la problématique de la réunification familiale. Donc là, en l'occurrence, il y a une des filles du couple qui était mariée avec un Syrien qui résidait encore en Turquie. Donc eux avaient fait les démarches de leur côté pour faire la demande de visa auprès de l'ambassade de France à Istanbul. Et nous, en fait, on est intervenu dans ce cadre une fois que monsieur est arrivé en métropole. Donc il est arrivé 2 mois après le début de l'accompagnement. Donc ça nécessitait de faire une demande de titre de séjour en tant que conjoint de réfugié, via la NEF. Et d'autre part, ce qui est fait régulièrement, c'est qu'on oriente les personnes vers la SPADA pour qu'ils puissent déposer une demande d'asile parce que c'est généralement leur souhait. Donc c'est d'autres collègues de l'association qui se sont chargés de ça. Également, on est intervenu sur la question de la mobilité, puisque comme la famille a été éloignée de l'Eurométropole, une demande de carte solidaire TER a été nécessaire pour ce ménage. C'est ce qui a été fait pour chacun des membres de la famille. Et également, ils ont pu bénéficier de quelques rendez-vous de suivi professionnel avec ma collègue CIP. Il y avait notamment un projet de création d'entreprise de la part de plusieurs membres de la famille. Voilà. Après, sur l'aspect professionnel, ça a très peu été travaillé vis-à-vis du reste, puisqu'il y avait énormément de difficultés sociales et de logement à régler. Et les personnes étaient encore en train de suivre les cours de l'OFI à ce moment-là, pour valider le niveau 1. Et également, sur cet accompagnement, il a été nécessaire de travailler en complémentarité avec différents partenaires. Donc, ça a été notamment l'association ASF 67 qui les héberge actuellement et qui, eux, étaient principalement chargés des questions liées au logement. Donc, nous, on faisait plus l'accès au droit. Et également, dans le cadre du RSA, les différents membres de la famille ont été orientés vers des référents. Ce qui a nécessité de travailler en collaboration avec eux. Je pense notamment à la référente RSA de monsieur et madame, donc les parents qui s'est chargé de faire la demande SASPA pour monsieur, la demande MTPH pour madame, également une demande d'échange de permis de conduire. Voilà. Tandis que moi, je travaillais davantage sur les problématiques de changement d'adresse et de mise à jour des dossiers. On a également travaillé en lien avec la mission locale, puisqu'il y a une des filles qui a été suivie par la mission locale. Voilà. Et au niveau de la sortie, donc la famille devrait sortir prochainement, puisqu'il y a une orientation vers un IML qui est en cours. Voilà. Donc l'accompagnement devrait arriver à sa fin prochainement. Je n'ai pas compris. Vous avez une orientation vers? Un IML, intermédiation locative. Oui, d'accord. Okay. Et toujours en dehors de Strasbourg? Oui, parce qu'à Strasbourg, c'est impossible. Du coup, c'est la première couronne où on est beaucoup plus loin? Parce que Non, on est vers Mutzig, pour ceux qui connaissent. Donc c'est dans la vallée de la Bruche. Oui, voilà. 25 minutes en train à peu près. Ouais, ok. Voilà. Je ne sais pas si... avec des enjeux de mobilité, puisqu'il y a un train. Tout à fait. Non, parce que tout à l'heure, on parlait de mobilité, donc c'est pour ça que j'évoquais. C'est ça. Ok. Je remercie Quentin. Ce que je vous propose maintenant, d'avoir un zoom particulier sur les GIEC avec Christophe Delaine qui nous a rejoint. Bonjour à vous. Merci. Donc, vous êtes de la DRETS du Grand Est et vous intervenez sur l'unité insertion et emploi, si je ne me trompe pas. Bonjour, oui, Christophe Delegue, donc je suis là. Vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Super. C'est que la chaleur, on ne sait plus trop C'est ça. dans quel état on est. Donc voilà. Donc Christophe Delegue, donc je suis le chef de l'unité insertion sociale et professionnelle à la DRETS Grand Est.
On voulait vous faire un petit zoom assez rapide, hein, et puis bien sûr, je répondrai à vos questions sur un outil de la famille de l'insertion par l'activité économique. Alors, je pense que tout le monde autour de la table connaît bien l'insertion par l'activité économique et notamment ces grandes familles, notamment les chantiers d'insertion. C'est vrai qu'on connaît un peu moins les GEC pour pas mal de raisons, mais ils font partie de cette grande famille, effectivement, où on retrouve les chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion, voilà. Et puis les entreprises temporaires de travail en insertion. Alors, le réseau des GEC, alors, on va passer assez rapidement, hein, ça c'est le niveau national, mais il y a 206 GEC effectivement au niveau national, hein, et puis à peu près 8600 entreprises qui sont adhérentes en 2024 sur 354 implantation. On- Alors, un GEC, en fait, c'est assez proche pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc, c'est un groupement d'employeurs, hein. Donc, c'est bien effectivement des employeurs qui s'associent euh, pour l'insertion et les qualifications, donc souvent portés par un portage associatif géré par ces entreprises adhérentes et donc qui vont recruter des personnes éloignées de l'emploi sous deux formes de contrat, donc soit un contrat effectivement de professionnalisation, soit un contrat d'alternance. Donc on est là, donc l'embauche se fait, donc c'est une embauche qui se fait dans le cadre d'une des entreprises adhérentes au groupement d'employeurs, avec donc en parallèle effectivement une formation qui est proposée au titre de contrat en alternance et puis un accompagnement spécifique, ce qui en fait un outil pour des personnes qui sont en tout cas plus éloignées j'allais me permettre, de sa grande sœur qu'on appelle les groupements d'employeurs. Donc il y a des groupements d'employeurs qui sont assez répandus sur les territoires. Et il y a ces les groupements d'employeurs d'insertion et de qualification là qui sont donc, qui ont un double agrément, hein, on le verra, qui ont un agrément national qui est remis en jeu chaque année par rapport à la qualité de ce qu'ils peuvent réaliser. Et puis un agrément au titre de subvention, au titre de l'insertion par l'activité économique. Donc assez simplement, effectivement, des contrats de travail en alternance sur des durées à déterminer dans les entreprises qui sont accueillies, et puis donc des formations proposées, et puis en plus un accompagnement social qui va être proposé. Alors là, je vais vous le faire assez rapide puisque c'est plutôt à destination des employeurs. Donc c'est plutôt un outil de propagande, si je peux me permettre effectivement ce terme-là. En tout cas, oui, c'est-à-dire que l'ensemble, pour l'entreprise en tout cas, il y a l'enjeu, c'est que l'accompagnement est fait par le GEC et on sait aujourd'hui que sur une partie des publics en difficulté, quand bien même ils sont accueillis, l'accompagnement dans l'emploi est un vrai sujet. Donc là, il y a un accompagnement qui est fait par le GEC, donc tout au long pour le coup, du contrat de travail. Bien sûr, le recrutement se fait par le groupement d'employeurs, hein, par le GEC, qui va lui aussi prendre à la fois le risque employeur, un engagement effectivement sur le RSE, et puis qui va aussi, pour le coup, avoir à sa charge tout ce qui va être la gestion administrative du poste. Hein, donc, il y a un il y a un intérêt pour les employeurs d'avoir un portage qui est un portage par un tiers et on va dire de minimiser le risque employeur, hein, par rapport à l'embauche. Il y a l'avantage surtout que l'accompagnement soit confié à un tiers, qui a un réel accompagnement des personnes qui sont en suivi. Et puis, voilà. Vous me le dites, hein, si je suis pas très clair, c'est pas de ma faute, c'est la chaleur. Je crois que tu as un peu du même dans le même contexte. Donc donc on est tous là, c'est un On- peu dur, hein. je vous propose, alors ça juste en un mot, hein, on est plutôt là sur le niveau national. Ce qui est quand même important, c'est que c'est une commission mixte nationale.
avec une commissaire aux compétences et inspectrice générale de l'IGAS. Donc actuellement, donc, Karine Seller, qui est haut commissaire. Donc c'est une commission mixte avec un collège État et un collège effectivement de la Fédération française des GEC, 3 membres chacun, qui vont examiner chaque année et qui vont attribuer chaque année le renouvellement du label GEC. Et puis, en parallèle, ce renouvellement va donc donner effectivement la possibilité pour le GIEC de toucher une subvention au titre de l'État sur la part accompagnement des publics. Voilà, pour faire. Donc, c'est pas comme contrairement à une structure de l'insertion classique où l'agrément est donné par l'État au titre départemental. Là, c'est une commission nationale qui va regarder chaque année l'ensemble des GIEC et qui va avec un certain nombre poursuivre effectivement l'aventure et d'autres, des fois, quand il y a des sujets, on a des refus d'agrément ou des retraits d'agrément qui sont réalisés au niveau national. Voilà. Cette année, on n'en a pas eu au niveau Grand Est, donc c'est plutôt que nos GEC, en tout cas, sont plutôt performants. OK, merci. Alors, voilà. Alors, on le verra, pour animer, donc il y a dans le Grand Est, il y a 13 GEC qui ont soit des vocations départementales, soit des vocations régionales. Hein. Donc, on a les GEC qui vont couvrir soit l'ensemble de la région Grand Est, soit des GEC qui existent depuis je dirais, plus de 10 ans maintenant, donc qui peuvent recouvrir les anciennes régions, Champagne-Ardenne, Lorraine ou Alsace, donc qui ont des vocations donc, que nous, on va appeler des GEC à vocation régionale, et certains GEC qui sont plutôt sur des territoires départementaux. Donc, pour animer ce réseau des GEC a été effectivement Grand Est des GEC, avec effectivement une mission d'animation du réseau, de promotion. Donc, il y a un film de promotion soutenu par la DRETS qui a été réalisé. Donc, on vous fera passer pour vous présenter de manière un peu plus didactique ce qu'est un GEC et aussi à direction des publics. Et puis, on a un vrai sujet, vous le verrez tout de suite quand on va passer au GEC au niveau régional. À leur implantation, on a en tout cas des zones blanches, donc on a un vrai sujet à la fois de développement des GEC sur des territoires, alors on va pas vous cacher, et vous le verrez, plutôt ruraux, mais aussi on a des sujets aussi sur les types de portage, sur les métiers support des GEC, hein, puisqu'on voit aujourd'hui des réflexions sur notamment les métiers du service à la personne. Hein. On a une esquisse de Mmh. premier GEC autour de ces questions-là. D'autres régions, ils sont plus, on en trouve de plus développés. Des sujets aussi sur des GEC agricoles qui ont été développés sur d'autres territoires. Donc voilà, en tout cas, sur les métiers en tension, quelques sujets de développement au niveau Grand Est. Mmh. Ça, on peut passer. Voilà. Donc, au niveau Grand Est, donc vous le voyez. Alors, cette slide est importante. Bien sûr, vous aurez communication du PPT, j'imagine, mais c'est surtout Oui. que vous aurez effectivement les adresses et les coordonnées, et notamment téléphoniques et mails de chacun des GEC dans le Grand Est. Donc, il y en a 13. Par contre, la carte est un peu trompeuse, puisqu'elle va donner à lire le siège majoritairement du GEC, en sachant que certains GEC ont des vocations plutôt régionales. Mais bon, grosso modo, n'empêche que on voit qu'il y a malgré tout, alors j'aime pas cette expression parce que je sais que pour avoir travaillé près de 15 ans en Meuse, on l'aimait pas beaucoup, mais il y a quand même cette fameuse diagonale du vide où on retrouve la Mmh. Meuse et la Haute-Marne, hein, qui sont peu effectivement aujourd'hui engagés, où on peut l'intervention des GEC. Hein. Voilà, donc là on a un sujet là-dessus, notamment sur un territoire précis de la Meuse et de la Haute-Marne, hein, qui est tout autour du laboratoire de l'Andra, autour du projet CIGEO, où ces questions, effectivement, sont assez prégnantes. En tout cas, 13 GEC dans le Grand Est et pour une bonne part à vocation régionale. Donc, on peut passer. Alors,
Au niveau du Grand Est, vous le voyez, c'est à 542 entreprises qui sont adhérentes de CEGEC. Quand on parle d'entreprises adhérentes, c'est des entreprises qui portent les contrats de travail, Enfin, en tout cas qui accueillent le public, dont les contrats de travail sont mis en place par le GEC. On a aujourd'hui 1059, en tout cas c'était les derniers chiffres, 1059 salariés en parcours. Il y a 647 nouveaux contrats signés. Vous voyez, les cibles, c'est bien les salariés, en tout cas les personnes les plus éloignées de l'emploi. On aura un peu un descriptif après, mais on a 84% effectivement des salariés qui sont les plus éloignés de l'emploi. On a 88% de réussite à l'examen, qui est quand même un point important, et puis 65% de sortie vers l'emploi. Donc des statistiques qui sont plutôt encourageantes. J'en rajouterai une, non pas sur les sorties, mais sur les typologies publiques que vous pouvez suivre, puisqu'on a fait ce point en amont de cette réunion, on a fait ce point avec le comité régional des GEC pour avoir un peu d'éléments. OK. Donc, peut passer au point suivant si vous voulez. Alors là, sur les typologies de public, je vais faire assez rapide, mais vous avez donc 84% effectivement des publics qu'on donne effectivement comme prioritaires, ou qui sont donnés comme prioritaires, donc public effectivement jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d'emploi de longue durée, personnes issues des quartiers ou zones prioritaires, demandeurs d'emploi de plus de 45 ans, autres difficultés sociales, voilà, bénéficiaires des minima sociaux, voilà, et puis donc personnes en situation de handicap, un élément important puisqu'on leur a demandé, donc ça figure pas sur ce tableau, mais je vous le donne, on leur a demandé de faire un point sur l'accueil des primo-arrivants dans le cadre des GEC. Donc, ce qui nous donne à lire, c'est qu'ils ont accueilli en 2024 130 personnes primo-arrivantes, 130 salariés primo-arrivants. Ouais. Donc, majoritairement sur des parcours BTP, mais aussi propreté, où on a pas mal de GEC qui vont travailler autour de ces questions de la propreté. Donc, vous voyez, sur une statistique d'à peu près 1000 salariés en parcours, ça fait à peu près 10%, un peu plus de 10% de salariés primo-arrivants. En tout cas, voilà, c'est aussi une dynamique qui souhaite amplifier quand c'est possible. Donc, voilà, donc en tout cas, pour, euh, pour les personnes qui accompagnent des publics primo-arrivants, et je pense aussi aux personnes engagées dans Agir, voilà, ça peut être des contacts utiles sur des possibilités effectivement de suite de parcours et d'insertion professionnelle que ces GEC. Après, vous avez effectivement, donc, pour le coup, les niveaux de formation effectivement des salariés embauchés. Vous voyez que 54% des salariés embauchés n'avaient aucun niveau effectivement de qualification, et que majoritairement on est sur des niveaux. Alors, je dois vous avouer que j'ai toujours pas tout compris de l'inversion des niveaux éducation nationale. Donc, je voudrais pas dire de bêtises. Voilà. Mais en tout cas, des niveaux infra-bac qui restent effectivement aussi importants. Voilà, et puis de manière assez faible, des personnes qui ont le bac. Euh, Très notable, effectivement, c'est le taux de réussite aux examens, qui est de 88%. Donc, quand on connaît un petit peu les statistiques, notamment de l'apprentissage, c'est plutôt de très beaux taux de réussite. Voilà, surtout qu'on est là sur un public qui, vous le voyez, pour plus de 80%, et un public, alors, on n'aime pas non plus les étiquettes, mais en tout cas, qui est un public en difficulté, plutôt dans les cibles actuelles d'accompagnement des publics dits en grande difficulté. Mmh. Et puis après, vous avez les typologies effectivement de diplômes, avec majoritairement effectivement des diplômes d'État ou des titres professionnels. Voilà, donc je vous ai donné, j'ai voulu faire assez simple, mais l'idée c'est que vous ayez en tout cas en tête ces outils voilà, qu'on n'a pas forcément en tête. Donc ils sont souvent présents sur les forums, quand il y a des forums avec les collègues des maisons de la région, ou les collègues de France Travail, ou des départements, mais n'hésitez pas à les solliciter. Et puis pour tout contact, voilà, s'il y a la moindre question, vous pouvez contacter la déléguée régionale, Stéphanie Batelier. Vous avez ses coordonnées, son 06 et ses coordonnées mail. N'hésitez pas. Alors,
à la fois pour savoir ce qu'ils peuvent proposer sur des publics que vous suivrez, que vous êtes, enfin, en tout cas que vous accompagnez, et puis deuxièmement, si voilà, s'il y a peut-être des sujets, voire des sujets de développement, voilà, c'est des choses qui peuvent être regardées aussi par le comité régional des GEC du Grand Est. Donc je me suis pas appesanti sur les métiers support, mais c'est vrai que majoritairement, on est sur les métiers du bâtiment, on est sur les métiers de la propreté. Hein. Alors il y a un GEC sport qui existe aussi, hein, qui va être là sur les métiers du sport, mais vous les retrouverez hein, sur les appellations des GEC sont assez parlantes sur en tout cas les familles d'emploi qu'ils rassemblent. Ok. En tout cas, Voilà, merci j'espère que beaucoup. j'ai été à peu près compréhensible et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne fin d'après-midi.